Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Les titres. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a échangé hier avec des diplomates accrédités au Mali. Parmi les sujets évoqués, la bonne gouvernance, la sécurité et la situation des droits de l'homme au Mali. Nous ferons le point avec Foussine Toungara dans ce journal. Nous sommes de plein pied dans le mois de Ramadan, pas facile pour les jeûneurs avec une température qui oscille entre 40 et 45 degrés selon les endroits. Et pour obtenir les astuces, ne manque pas notre reporter Ousmane Diakité à rencontrer certains dans la circulation sur le grand format de cette édition. À suivre dans une dizaine de minutes la page internationale avec Noum Sissoko qui nous amènera au Rwanda, en RDC et au Burkina Faso. L'actu des sports est essentiellement consacrée au football avec le démarrage de la 19e édition du championnat national de Ligue 1 et les quarts de finale de la phase allée de la Ligue des champions. Ce sera l'affaire de Famourou Djouté en fin de journal. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, les détails. Oui, le chef du gouvernement a successivement reçu hier après-midi 3 diplomates accrédités au Mali. Il s'agit de l'ambassadeur de la Grande-Bretagne, celui du Maroc et le représentant résident de la CEDEAO dans notre pays. Avec ces diplomates, les échanges ont porté sur la bonne gouvernance, la sécurité et la situation des droits de l'homme, bref, des sujets brûlants du moment. Le compte rendu de Foussine Tounkara. Barry Lehen est l'ambassadeur de la Grande-Bretagne au Mali. Il a été le premier à être reçu par le chef de gouvernement. Les questions des droits de l'homme et des réformes politiques ont dominé les échanges entre les deux personnalités. Barry Lehen, ambassadeur de la Grande-Bretagne au Mali. Nous continuons à soutenir le peuple malien. On a discuté l'importance du respect des droits de l'homme. On a discuté l'importance de respecter les valeurs maliennes, les valeurs partagées. Et aussi, on a discuté le souhait des Maliens pour la réforme politique, un nouvel chemin politique. Et selon notre expérience, nous comprenons cet souhait. À la suite du diplomate britannique, c'est le nouvel ambassadeur du Maroc au Mali qui a été entendu par le Dr Choguel Kokala Maïga. Les diplomates marocains placent cette première rencontre avec le chef du gouvernement dans le cadre d'une visite de courtoisie. Il s'est dit prêt à œuvrer pour le renforcement des liens séculaires entre nos deux pays. C'était ma première rencontre avec M. le Premier ministre, chef du gouvernement. C'est l'occasion justement de réitérer les relations, rappeler les relations exemplaires, extraordinaires, spécifiques qui ont lié nos deux pays, le Royaume du Maroc et la République du Mali. Et puis, bien sûr, parler des moyens de mieux les renforcer pour le bien-être de nos deux populations, de nos deux pays. Mario Gomez Fernandez, représentant résident de la CEDEAO au Mali, est la dernière personnalité à être reçue. Une première entrevue directe entre le chef du gouvernement et le représentant de l'organisation sous-régionale. Mario Gomez, représentant résident de la CEDEAO au Mali. J'ai manifesté mon totale disposition pour donner ma contribution positive, pour aider si nécessaire. Pour, comme j'avais dit, si je suis demandé pour donner un conseil, je suis disponible. Et je suis déjà, il y a un mois chez vous, j'ai commencé à connaître. Donc je pense que nous sommes dans bon chemin et que brièvement nous pouvons trouver la solution que le peuple malien mérite, que Mali mérite, que notre communauté aussi mérite et réclame. À ces diplomates accrédités au Mali, le chef du gouvernement a réitéré sa disponibilité et celle du gouvernement à maintenir ce élan d'échange dans le but d'étayer davantage l'aspiration du peuple malien. Radio Mali à Sikasso et environ 98.3 MHz en FM. Oui, 9h04 à Sikasso, ce qui n'était qu'une promesse se concrétise aujourd'hui. La construction d'une université. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, accompagné par certains membres du CNT, a visité donc le site qui devra abriter cette infrastructure. Nous faisons le point avec Sekou Konaté depuis Sikasso. En rencontrant les cadres politiques et administratifs de la région de Sikasso, première étape de cette visite, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, accompagné de la Commission éducation et communication du CNT, veut partager avec les acteurs de la région la dynamique dans laquelle le gouvernement s'est engagé dans le cadre de la réalisation de l'université de Sikasso. Professeur Amadou Keïta, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'objectif de cette mission, c'était de venir porter un message fort du président de la transition et du Premier ministre
pour dire aux populations et soumis au gouvernement. Occasion donc pour les acteurs d'apporter des éléments relatifs aux actes déjà posés, comme la mise à disposition d'un site et l'engouement des partenaires techniques et financiers de la région pour ce projet, mais aussi de poser certaines interrogations, notamment sur le délai de réalisation. Yaya Bamba, président du conseil régional de Sikasso. Nous savons maintenant que ce problème d'université va voir le jour dans un bref délai, vu vraiment la vitesse à laquelle vraiment les dossiers sont en train d'aller. Et cette mission va permettre encore d'accélérer le dossier. À Gongasso, commune rurale à une trentaine de kilomètres de Sikasso, le chef du département a échangé avec les populations avant de visiter le site de 400 hectares destiné à recevoir la nouvelle université de Sikasso. Professeur Amadou Keïta, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les échanges ont été très francs, très fructueux. Il y a beaucoup de choses auxquelles nous pensions qui ont été confirmées. Il y a aussi des nouvelles données, des nouvelles informations que nous avons reçues. Il y a aussi des préoccupations qui ont été soulevées. Mais ce qui est important, c'est l'enthousiasme et aussi la mobilisation que nous avons rencontrée auprès des populations. Et cette volonté ferme de faire en sorte que l'université de Sikasso soit une réalité. Une visite d'espoir pour les acteurs de la 3e région qui s'est achevée par la visite aux notabilités de Sikasso et de Gongasso. Sikasso, Sekou Konaté, Amadou Dollo pour l'ORTM. Ramadan, mois de solidarité et de bienfaisance, le service social des armées a procédé à la distribution de vêtements aux veuves et orphelins des militaires. Le geste de bienfaisance vise à soutenir cette couche vulnérable. Nous faisons le point avec Ali Doumatina. L'opération Ramadan, une initiative du département en charge des affaires religieuses, consiste à assister les couches démunies. Cette démarche humanitaire et solidaire est accompagnée par certaines sociétés, dont le groupe Espace Samassa, qui offre à travers cette cérémonie 500 complets de bassins aux veuves et orphelins des militaires. Amirou Sangaré, groupe Espace Samassa. Le groupe Espace Samassa n'est pas à sa première. Il a toujours évolué dans le domaine de la bienfaisance. Le groupe Espace Samassa invite toutes les personnes de bonne volonté à œuvrer dans le même sens de bienfaisance humanitaire, gage de cohésion sociale, chose que notre patrie, le Mali, a tant besoin aujourd'hui, à l'endroit surtout de la progéniture de nos héros, soldats tombés sur le champ d'honneur. Colonel-major Brema Samake, directeur du service social des armées. Ces soldats nous représentent tous ce que nous sommes. Parlons, agissons. Ainsi, l'un des pionniers de cet avis est M. Samassa, qui vient de sortir du lot des spectateurs passifs pour nous démontrer combien notre armée lui tient à cœur. Nous en sommes comblés. Cette action de bienfaisance à l'endroit des familles de nos vaillants soldats tombés au front est extrêmement importante et doit davantage se multiplier. Dr Mohamedou Kone, ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Le mois de Ramadan, c'est un mois de solidarité, d'entraide et de convivialité. C'est ce qui a été concrétisé avec notre opérateur économique qui est le parrain de notre mois de Ramadan. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes invite d'autres bonnes volontés à emboîter le pas pour soulager les couches défavorisées, surtout en ce mois béni de Ramadan. La Fondation SAR Emploi vole au secours de certaines associations féminines, des personnes en situation de handicap, des veuves et bien d'autres. C'est à travers la donation d'une quantité importante de sucre. Le don vient en appui aux efforts des autorités de la transition, nous dit Awama Kamara. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Cet adage du vagabond de la charité colle bien avec le geste de la Fondation SAR Emploi. Cette entreprise vient de donner le sourire à des femmes, membres d'associations féminines, des personnes en situation de handicap, des veuves et beaucoup d'autres. La donation est composée essentiellement de sucre. Ali Guindo, directeur de la Fondation SAR Emploi. Cette cérémonie, comme celle du mois de Carême dernier, est symbolique et a pour but d'accompagner ces associations dans leur prise en charge quotidienne des personnes nécessiteuses. Je saisis cette occasion solennelle pour remercier tous les collaborateurs pour leur soutien constant. Par ce geste, la Fondation SAR Emploi apporte sa contribution aux autorités de la transition en cette période de solidarité. Ibrahima Abba-Sangaré, directeur national du développement social. Ça complète les œuvres de l'État. C'est le rôle de l'État de contribuer à prendre en charge, à accompagner les populations dans le dénouement.
si la société civile à travers des associations s'organise aussi pour essayer d'accompagner l'État à rechercher auprès des entreprises, des sociétés, des actions de solidarité pour compléter ce que l'État fait. C'est le lieu vraiment de saluer et de remercier l'ensemble des représentants et des représentantes des associations qui sont là. Seydou et Safiatou font partie des bénéficiaires. Ils ne cachent pas leur satisfaction. Connaît Safiatou Kamara, coordinatrice de l'association des femmes solidaires. Nous, on ne fait que remercier la Fondation Saher Emploi. Ça fait 2 ans maintenant que la Fondation nous accompagne. À chaque mois de carême, nous sommes là ici. Donc, on ne fait que remercier. Seydou Balo, association Makariko. Je remercie Saher Emploi. Ce dont nous sera utile pendant ce mois béni. Les bénéficiaires ont fait des prières et bénédictions pour la bonne marche de l'entreprise. Je le disais à l'instant, le grand format de cette édition, mois de Ramadan, pas facile pour les jeûneurs, avec une température qui oscille entre 40 et 45 degrés selon les endroits. Et chacun a sa petite stratégie pour pouvoir tenir ce mois. C'est le grand format de cette édition réalisé par Ousmane Diakité qui fait ressortir quelques astuces de quelques jeûneurs. Si le jeûne est un devoir religieux, l'observer en cette période de canicule relève de la présence d'une foi forte. À défaut, on est manque d'imagination pour faciliter l'accomplissement de ces 4 piliers de l'islam. La recherche de la fraîcheur devient donc le point commun des jeûneurs, avec comme l'un des points d'attraction les plages. Aïchata Kanouté, fidèle musulmane. Quand je jeûne, je vais à la plage pour supporter le jeûne. Une fois là-bas, je me baigne afin de rafraîchir ma peau. Comme ça, je peux passer toute la journée sans problème. Si la foi permet d'observer les jeûnes sans grande difficulté, rester sous la fraîcheur jusqu'au coup de cloche semble être privilégié par beaucoup de jeûneurs. Cheikh Tidiane Keita, jeûneur. Pour supporter les jeunes pendant cette période de chaleur-là, d'abord, le matin de bonne heure, quand nous arrivons ici, nous mouillons d'abord la terre, les dents. Ensuite, chaque fois qu'il fait chaud, on essaie de mouiller un peu la tête, même souvent le corps, les chemises. Nous faisons aussi des ablutions chaque fois qu'il fait chaud. Suleiman Diarra, jeûneur. Moi, personnellement, mon astuce, c'est quoi? C'est la foi. Moi, je pense que ce qui peut nous aider à endurer, c'est la foi. Comme si ces solutions ne suffisaient pas, certains jeûneurs élisent domicile dans les mosquées pour profiter au maximum de l'air conditionné, à l'image de celle de l'ORTM qui ne désemplit pas à l'heure ou après la prière. Même les vendeurs de passage y passent un bon moment. Décidément, tous les moyens semblent bons pour se protéger contre la forte chaleur. Rassurez-vous, les différentes astuces utilisées n'ont aucun impact négatif sur les jeunes. Dr Youssouf Diagouraga est islamologue. Pour un musulman, c'est rafraîchir pendant le mois de Ramadan, courant la journée, n'annule pas le jeûne, pourvu tout simplement que l'eau ne pénètre pas par un orifice ouvert. Les orifices ouverts, vous avez la bouche, vous avez l'oreille et vous avez aussi le nez. Mais prier dans l'eau pour se rafraîchir, cela est catégoriquement interdit islamiquement. Alors, s'introduire dans le frigo afin d'avoir de la fraîcheur, cela est catégoriquement interdit et ça annule le jeûne. Donc, il est demandé à tous les musulmans, en cette période de canicule, d'adorer Allah conformément à la tradition musulmane. Dans les domaines de la santé, se protéger contre la chaleur est fortement conseillé pour éviter la déshydratation. La prise en compte de cette recommandation sanitaire devient plus nécessaire en cette période de Ramadan. Dr Ibrahim Fala, médecin spécialiste en médecine des familles et communautaire au CCRF de la commune 3. Il y a la canicule, on est à 43, 41, 42 degrés dans l'ombre, donc il fait extrêmement chaud. Donc quand il fait chaud comme ça, le risque c'est quoi? C'est la déshydratation. Donc l'astuce pour se protéger de tout ça, il faut être à l'ombre. Deuxième astuce, c'est les gens qui sont sous le soleil et qui travaillent, il faut qu'ils changent d'horaire et de temps de travail. On voit des pratiques, hein. Les gens s'aspergent d'eau, les gens mouillent des serviettes pour se mettre à la tête. Il n'y a pas de problème, on peut le faire. Toujours, c'est bon pour l'organisme, c'est bon pour le corps parce que ça refroidit le corps. Mais attention, avertissent les spécialistes, certaines astuces pour supporter les jeunes peuvent avoir des inconvénients sur la santé. Dr Ibrahim Fall, médecin spécialiste en médecine des familles et communautaire. Il y a des petits inconvénients. Le premier inconvénient qu'on peut tirer de ça, c'est l'avènement des maladies respiratoires. Hein. C'est-à-dire quelqu'un qui se mouille la serviette avec de la glace, il la met sur la tête, la met sur le nez. Étant donné que les germes aiment trop l'humidité et aiment trop la fraîcheur, donc les germes peuvent pulluler, les virus peuvent pulluler et ça peut donner un rhume
Ça peut donner une grippe. Qui dit une grippe, il y a l'angine qui peut s'en suivre, il y a la pneumonie virale qui peut s'en suivre. Donc il y a tous les maladies respiratoires qui sont liés au rhume et au virus de la grippe. En tout cas, plus rien ne semble décourager ces jeunes qui n'entendent point quitter la fraîcheur, quel que soit le prix. 9h passées de 15 minutes et il est là confortablement installé. Fabrou Djourté, bonjour. Bonjour, Mohamed. Nous allons parler du sport dans une poignée de secondes, le temps de faire le tour de l'actualité internationale avec Noussi Sissoko qui est également installé à ma gauche. Alors, Burkina Faso, le Congrès pour la démocratie et le progrès sort de son silence depuis le verdict dans le procès de l'assassinat du président Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Noussi Sissoko, bonjour. Bonjour, Mohamed. Alors, au cours d'une conférence de presse hier vendredi à Ouagadougou, le président du parti a déclaré que l'ancien parti au pouvoir s'abstenait de tout commentaire concernant cette décision de justice. Mais il a tout de même condamné la déclaration de certains avocats des partis civils. C'est sous surveillance policière que la direction du parti fondé par l'ex-président Blaise Compaoré a tenu sa conférence de presse, se refusant de commenter le verdict du procès sur l'assassinat du président Thomas Sankara et ses collaborateurs. Eddy Komboigo, le président du parti, dénonce les déclarations de certains avocats des partis civils. Il est très regrettable que certains citoyens s'arrogent le droit d'interdire, sous menace, le président du Faso et l'Assemblée législative de transition de penser à user de leurs prérogatives constitutionnelles pour accorder la grâce présidentielle ou voter une loi d'amnistie. Le CDP appelle l'ensemble des filles et fils du pays à un apaisement des cœurs et à aller résolument vers une véritable réconciliation nationale. Sur le plan politique, le CDP apporte son soutien aux autorités de la transition et appelle d'ailleurs la communauté internationale à aider le pays durant ce processus. Nous saisissons l'opportunité de cette tribune pour demander l'accompagnement de l'Union africaine, de l'UEMOA, de la CEDEAO, la communauté internationale, l'Union européenne et l'ONU notamment, dans notre lutte contre le terrorisme. Eddy Komboigo se dit prêt à mettre à disposition les comités locaux du CDP dans le cadre du dialogue pour le retour des Burkinabés enrôlés dans les groupes armés. En RDC, le procès en appel des assassins présumés de Floribert Chebeya et Fidel Bazana se poursuit. Hier, la haute cour militaire a procédé à une confrontation entre des témoins. Ils avaient été cités par le prévenu Paul Mulamboué au cours des audiences précédentes. Ce dernier avait expliqué que ces personnes l'avaient enlevé pour l'empêcher de témoigner sur ce qu'il avait vu le soir du 1er juin 2010, date de l'assassinat des deux défenseurs des droits humains. Les témoins Douglas Nkoulou et Mbao Waleng n'ont pas longtemps insisté sur leur dénégation lorsqu'ils ont été confrontés aux prévenus. Face à des évidences, le premier a reconnu avoir eu connaissance du lieu de séquestration de Paul Mulamboué au mois de juin 2010, alors que la justice recherchait ce dernier. Le second, le colonel Mbao Leng, a fini par avouer avoir eu un contact téléphonique avec le prévenu. Maître Eli Mbikaï, avocat des partis civils, émet un doute sur les différents témoignages. La haute cour militaire se fait l'idée que Paul Mulamboué n'a jamais refusé de comparaître devant les instances judiciaires pour apporter la vérité sur ces faits. Paul Mulamboué a été bel et bien empêché par des personnes qui avaient des agendas cachés. L'affaire a été remise en délibéré et le verdict interviendra dans 8 jours. Réaction indignée après la signature jeudi dernier d'un accord entre le Rwanda et le Royaume-Uni sur la question des migrants. Selon les termes de l'accord, Londres va envoyer une partie de ses demandeurs d'asile arrivés illégalement sur son territoire au Rwanda. Pour l'opposition rwandaise, le Royaume-Uni ne doit pas se décharger de ses obligations internationales. Nous pensons que les pays riches comme la Grande-Bretagne ne doivent pas transférer leurs obligations à des pays tiers comme le Rwanda, juste parce qu'ils ont assez d'argent pour influencer et imposer leur volonté, explique Frank Habineza, président du Parti vert démocratique du Rwanda, qui craint que cette situation provoque des tensions. Le Rwanda a déjà une population assez dense, il n'y a déjà pas assez de terre pour tout le monde. Accueillir des migrants venant de Grande-Bretagne ne fera qu'accentuer encore ce problème de terre, va poser des défis au quotidien et risque de créer des conflits entre Rwandais et migrants. Même son de cloche du côté des forces démocratiques unifiées. Le Rwanda n'a pas les moyens d'accueillir ces migrants, estime sa présidente Victoire Ingabire. Je condamne les autorités rwandaises qui acceptent de porter le fardeau
qui ne sont pas en mesure de le supporter. On accompagne les réfugiés avec un montant de 120 millions de livres, mais ce n'est pas suffisant. Le Rwanda a ses propres problèmes. Mohamed Jara, aux migrants qui arriveront à Kigali et qui décideront d'y rester, le Rwanda promet une régularisation, une intégration dans la société, un logement décent, une mutuelle de santé et même l'accès à des formations professionnelles. Un programme essentiellement financé par le Royaume-Uni. Reste à savoir quand et dans quelles conditions l'accord entrera en application, puisqu'il risque d'être attaqué en justice en Grande-Bretagne. Merci, nous, voilà qui est bien dit et est très clair. Dans une poignée de secondes, la suite de cette édition. Oui, lui, il a aussi ses astuces pour bien jeûner. Famourou Djourté, bonjour. Bonjour Mohamed Djara. On commence par le football, le championnat national de Ligue 1. En ouverture de la 19e journée, Yélin Olympique s'est imposé à 2-2 devant l'AS Police. Oui, Yélin Olympique a réalisé une bonne opération en venant à bout de l'AS Police 3-2 au terme d'un match spectaculaire. Les académiciens de Yélin avec 24 points reviennent à un petit point de leur adversaire du jour, l'AS Police au classement. La deuxième rencontre du jour a vu l'ASCO et AFE se neutraliser 2-2 dans un match plein qui s'est joué jusqu'au bout avec l'égalisation de l'ASCO dans les dernières secondes de la partie. La 19e journée se poursuit ce samedi avec 5 matchs. Au stade municipal de Baraouli, l'AS Bakaridian accueille l'US Bougouba. À Sikasso, au stade Babemba Traoré, l'AS Douane sera face au stade Malin de Bamako. À Koulikoro, au stade de Mamadou Diarra. Le siège de Golonvla reçoit El Seba. Toutes ces rencontres sont prévues pour 16h ici à Bamako, au stade de Modibo Keïta. L'USFAS joue contre le Djolibassi à 16h30 et le COB défie les 11 créateurs de Nyarela à 18h30. Cette 19e journée prend fin demain dimanche avec 2 matchs. L'actualité du week-end, c'est aussi le démarrage de la saison de la Ligue 1 féminine cet après-midi. En effet, la nouvelle saison du championnat national de football féminin de première division débute ce samedi avec 3 affiches. Sur le terrain de l'USFAS, l'AS Hiral de Bamako joue contre l'AS Momo de Sikasso. Sur la pelouse de l'AS Hiral de Bamako, Amazon de la commune 5 du district de Bamako sera face au FC Santoro. Du côté du stade municipal de Kita, le FC Sabali de la localité reçoit l'AS Mandé. Le coup d'envoi des matchs, c'est à 16h. Cette journée inaugurale prend fin demain avec 3 matchs. Les quarts de finale allés de la Ligue des champions de la CAF démarrent donc ce vendredi avec le match entre Entente Sétif d'Algérie et l'Espérance de Tunis. Dans un match relativement équilibré, l'entente sportive sétifienne a évité de compromettre ses chances. La formation algérienne a été tenue en échec 0-0 par l'Espérance de Tunis. Ce samedi, une autre équipe algérienne défendra ses couleurs à domicile, le CR Belouizdad qui accueille le Wydad Casablanca, tandis que Mamelodi Sundowns se déplacera chez les Angolais de l'Atlético Petro Luanda. Enfin, le double tenant du titre, Al Ahly d'Égypte, reçoit Raja Casablanca, avide de revanche après sa défaite au tir au but face au même adversaire en Supercoupe il y a quelques mois. Nous revenons sur la CAN Cameroun 2021, la prime allouée par la CAF au Sénégal après sa victoire en finale contre l'Égypte lors de la 33e CAN servira essentiellement à aider les clubs et les associations de football au Sénégal, n'est-ce pas? En tout cas, c'est ce que révèlent plusieurs médias sénégalais. D'après eux, la Fédération sénégalaise de football donnera à chaque équipe de Ligue 1 4 500 000 francs en CFA et 4 millions francs CFA au club de Ligue D. Les équipes nationales 1 et 2... Les équipes du National 1 et 2 recevront respectivement 3 et 2 millions de francs CFA. Chez les dames, les clubs du National 1 et 2 recevront respectivement chacun 2 et 1 million de francs CFA. Les clubs régionaux recevront aussi 750 000 francs CFA. Les associations sportives recevront aussi 750 000 francs CFA chacune. Je rappelle qu'en soulevant la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, le Sénégal a touché un chèque en or de la Confédération africaine de football, une cagnotte de 2,8 milliards de francs en CFA que la Fédération sénégalaise de football a décidé d'utiliser une partie pour subventionner les clubs locaux. Écho de nos expatriés à présent, malgré la défaite de Rennes face à Monaco 3-2,
Hier vendredi, le capitaine des Aigles du Mali, Amari Traoré, s'est illustré en délivrant une passe décisive pour le premier but de son club. Oui, dès l'entame du match, l'international malien Amari Traoré a permis à son club, le Stade Rennais, de marquer le premier but de la rencontre face à Monaco. Il a servi idéalement Flavien T pour l'ouverture du score des Rennais après 3 minutes de jeu. Mais ce but sera insuffisant pour empêcher les Bretons de tomber à domicile 3-2 face aux Monégasques. C'est le 9e caviar offert par le latéral droit malien cette saison en Ligue 1 française, le 17e depuis son arrivée à Rennes en 2017. Merci bien Famourou Dourté pour toutes ces informations sportives. Et voilà, c'est la fin de cette édition à 9h passées de 25 minutes. Une édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours technique de Absi Traoré et Mokhtar Touré, coordination éditoriale Ousmane Daou. À suivre cette édition sur nos différentes plateformes digitales, c'est l'œuvre de Tamsir Diabaté et toute son équipe. Passez d'excellents moments accompagnés des programmes de l'ERTM. Au revoir.